4. Bonjour à tous et bienvenue aux Journées de l'économie. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 ce matin pour parler du pass sanitaire et d'un certain nombre d'enjeux économiques et sanitaires, mais aussi éthiques et politiques qui sont liés. Donc, mon nom est Karine van der Straten, je suis économiste au CNRS et j'aurai le plaisir d'animer cette session. Donc, avant de vous présenter les intervenants qui seront avec nous ce matin, quelques mots brièvement pour rappeler les thèmes de la session. Donc, comme vous le savez tous, puisqu'on vit maintenant avec depuis plusieurs mois, on peut distinguer deux grands usages du pass sanitaire. Le premier est pour passer les frontières. Il a été utilisé comme alternative ou complément à des mesures de quarantaine. Et deuxièmement, le deuxième grand usage est sur le sol national pour participer à certaines activités de loisirs ou professionnelles. Donc le premier type d'usage du pass a été mis en place assez rapidement au niveau européen, sous l'impulsion notamment des pays les plus dépendants du tourisme, comme l'Espagne ou la Grèce. Et il a soulevé relativement peu de débats. Il y a naturellement eu des questions techniques à régler, mais assez peu de controverses. En revanche, le deuxième grand type d'usage, c'est-à-dire sur le sol domestique, sur le sol national, pour participer à des activités de loisirs, pour se déplacer ou pour travailler, ce deuxième type d'usage a fait et fait toujours l'objet de nombreux débats. Et c'est peut-être cet aspect du pass, pour cadrer un petit peu le débat, dont on va parler le plus aujourd'hui. Et de fait, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans nos voisins européens, on voit que cette mesure ne fait pas l'unanimité, au sens où, grosso modo, aujourd'hui, à peu près la moitié des pays l'utilisent. Donc, c'est encore une mesure récente. On n'a pas encore énormément de recul pour y réfléchir, et pour l'analyser. Mais ce qu'on vous propose ce matin, c'est de faire un premier point. Donc, est-ce que ça marche? Quelles sont les conséquences du pass en termes économiques, en termes sanitaires? Quel est son impact sur la circulation de la pandémie, sur la couverture vaccinale, sur les inégalités de santé? Et également, comme on l'a rappelé, son utilisation a fait l'objet de nombreux débats, à la fois pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'implémentation, mais aussi pour des raisons éthiques, de confidentialité, on le disait, d'inégalité d'accès, de liberté de circulation. Et ce sont toutes ces questions dont on parlera ensemble ce matin. Et l'objectif de cette conférence débat est de porter un regard interdisciplinaire sur ces questions. Et donc, nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin Jean-François Bonnefond et Florence Juseau, que je laisse peut-être se présenter brièvement. Florence, peut-être? Il faut que tu... Bonjour, oui, bonjour à tous. Donc, je suis Florence Juseau, je suis professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Je suis économiste de la santé et j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question en tant que membre du Comité consultatif national d'éthique dirigé par Jean-François Delfraissy et comme membre du Conseil de la stratégie d'orientation vaccinale. Voilà, merci. Merci. Jean-François. Bonjour, je suis Jean-François Bonnefond, je suis psychologue, chercheur au CNRS et je travaille sur la décision individuelle, surtout quand elle a un aspect moral ou éthique. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les gens pensent psychologiquement, subjectivement de la décision de la politique sur le pass sanitaire. Et donc, enfin, comme je le disais, je m'appelle Karine van der Straten, je suis chercheure au CNRS en économie, basée à Toulouse, à l'École d'économie de Toulouse.
Et mes thèmes de recherche portent essentiellement sur l'économie publique et l'économie politique. Et ce qui m'a particulièrement intéressée dans le cadre de la crise actuelle, c'est la manière dont les décisions sont prises dans ces périodes de crise et comment les coûts et bénéfices des différentes mesures de politique publique sont évalués. Donc nous allons, pour lancer le débat, nous allons commencer par une présentation de chacun des intervenants. Bien sûr, nous attendons vos questions et vos réactions. Donc, vous êtes invités à partager vos commentaires et vos questions, comme indiqué sur le site, en envoyant un SMS au 07 67 68 69 62. Donc, je recevrai vos questions qui s'afficheront sur mon écran et je les partagerai. Peut-être selon le nombre, je serai obligée de n'en garder que quelques-unes, mais je les partagerai donc avec le public et les intervenants. J'essaierai d'en prendre le plus possible. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment, y compris dès maintenant, dès les présentations des intervenants. Si ce sont des questions de clarification et si mes collègues m'y autorisent, je les interromprai en cours de présentation pour poser les questions, pour qu'on est sûr que tout le monde suive bien. Si ce sont des questions plus générales, peut-être on les gardera plutôt pour la fin de la présentation ou pour le débat général. Donc, si tout est clair, après cette brève introduction, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec une intervention de Florence Juseau. Merci. Merci. Voilà, vous voyez mes diapos, j'espère. Donc, quelques mots pour démarrer ce débat sur la vaccination, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, parce que je pense vraiment qu'il faut mettre ce pass sanitaire en lien avec la vaccination et quelques éléments sur l'efficacité, le caractère équitable et éthique de ces mesures. Alors, comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 a conduit à mettre en place des politiques de santé publique qui sont sans précédent et qui avaient pour but, il faut le rappeler, bien sûr, de réduire la mortalité liées au Covid, mais avant tout de préserver les capacités de réanimation et de soins intensifs hospitaliers. Donc, on a mis en place plein d'instruments successifs, confinement, couvre-feu, télétravail, interdiction de secteur d'activité. On a concentré les ressources du système de soins en faveur des patients Covid et des patients les plus urgents. Et enfin, nous avons cherché à tester et isoler les personnes infectées pour, dans un premier temps, essayer de réduire au maximum la circulation virale. Il faut rappeler que ces mesures ont été d'une efficacité extraordinaire. Et le premier confinement, on s'en souvient tous, il y a eu une chute brutale de la circulation virale. Et pourquoi ces quelques mots? Pour dire qu'on n'a jamais trouvé mieux, j'allais dire presque depuis, que cet extraordinaire confinement. Mais bien sûr, ces mesures étaient très fortes, ont eu d'énormes conséquences, à la fois économiques, sociales et sanitaires, puisque ça a conduit à une très forte décroissance de l'économie. Il y a eu des conséquences sociales inattendues, des connaissances sanitaires en termes de santé mentale ou de difficultés d'accès aux soins pour certains patients. Donc, c'était une voie, mais vraiment, la technologie et la vaccination ont ouvert une nouvelle voie de gestion de la pandémie pour permettre deux choses. D'abord, protéger contre les formes graves de la maladie et donc par là préserver les capacités de réa et de soins intensifs et donc permettre de réengager certaines opérations, mais aussi limiter la transmission du virus. Alors, pour autant, cette vaccination qui a pourtant, il faut bien se rendre compte qu'on a eu un progrès technique rarissime dans le temps. Je veux dire, le sida, on n'a toujours pas trouvé de vaccin efficace 20 ans après. Et là, en un an, on a trouvé quelque chose, donc c'est assez unique. Pour autant, cette vaccination a fait l'objet de controverses et de besoins de régulation. Alors, tout d'abord, on a trouvé ce vaccin très vite, mais on avait des difficultés de production. Il a fallu réfléchir à la priorité à donner au vaccin. Ensuite, il a fallu se poser la question de savoir s'il fallait laisser les gens libres ou pas de choisir de se vacciner. Et pour là, on a posé des questions sur la gratuité de ce vaccin, le fait qu'il devait être obligatoire ou non.
et le fait que certaines activités devaient être ou non restreintes aux personnes protégées, ou pour le moins qui pouvaient prouver qu'elles n'étaient pas infectées. Et donc, on s'est posé de nombreuses questions sur le caractère efficace, équitable de cette circulation et de cette vaccination et de ce pass sanitaire. Et donc, c'est ces quelques mots que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, peut-être tout d'abord quelques mots sur la priorisation, puisque c'est ce qui nous a occupé les premiers mois et qui nous a sans doute empêché de réfléchir tout de suite au pass sanitaire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, dans une logique que je qualifierais de kantienne, on ne peut évidemment pas rendre obligatoire quelque chose qui n'est pas accessible à tous. Ça n'aurait pas de sens. Et donc, bien sûr, l'insuffisance du vaccin n'a pas conduit d'abord à réfléchir à si un jour il devait falloir que ce vaccin soit obligatoire, ou même s'il devait être nécessaire pour certaines activités, mais on a surtout réfléchi à la priorisation de ce vaccin. Alors, deux logiques se confrontaient et ces logiques sont aussi derrière le pass sanitaire. La priorisation des vaccins pouvait se faire soit pour les personnes ayant le plus de risques de faire des formes graves de Covid-19, et donc en priorité les patients âgés ou les malades chroniques, ou bien auprès des personnes ayant le plus de chances de transmettre le virus. Et ça, de transmettre à des personnes fragiles, et ça concerne les soignants, et ensuite les personnes qui sont les grands contaminants, c'est-à-dire les personnes plus jeunes, plus actives et qui font plus souvent des formes asymptomatiques et donc qui ne se savent pas malades. Alors en fait, ces deux logiques pouvaient se confronter. Néanmoins, les résultats scientifiques que nous avons eus au début ont d'abord démontré l'efficacité du vaccin contre les formes graves de la maladie. Donc c'est pour ça que nous avons d'abord choisi de prioriser les personnes les plus à risque par tranche d'âge et par comorbidité, puis les soignants. Et donc c'est pour ça donc, que les personnes les plus jeunes, les plus actives n'étaient pas prioritaires. Et donc, bien entendu, dans un premier temps, il était hors de question de restreindre certaines activités aux personnes qui n'étaient pas vaccinées. Néanmoins, la PCR restait quelque chose de valide pour prendre l'avion, par exemple. Alors, une fois que la vaccination était accessible à tous, nous avons espéré que l'on pouvait préserver la liberté de vaccination. Alors, c'est quelque chose qui a été beaucoup débattu au Comité national d'éthique dès le mois de décembre 2020. Et encore en mars 2020, nous avons eu à nouveau ces discussions. Et il s'avère que dans les principes d'éthique médicale, mais comme en économie, vous savez, la liberté de choix est un principe qu'il est au départ important de respecter. C'est quand même, il y a des libertés fondamentales. Et en France, par exemple, il n'y a que très peu de cas où on peut obliger un patient à se soigner. Et toutes les lois, par exemple, sur la fin de vie, etc., ont conduit à insister sur l'autonomie du patient face à son traitement et donc sa capacité à accepter ou non un traitement. Pour autant, la vaccination est quelque chose qui fait l'objet d'exceptions et il existe des obligations vaccinales. Alors, pourquoi? Eh bien, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les personnes peuvent mal percevoir les bénéfices et les risques liés à la vaccination. À la fois, les gens peuvent sous-estimer les bénéfices pour eux parce qu'ils se croient moins à risque qu'ils ne le sont. Et si vous entendez ma voix aujourd'hui, elle en est le résultat parce que malgré ma vaccination, j'ai le Covid. Et par ailleurs, les gens peuvent surestimer les risques liés à la vaccination. Et c'est ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux. La vaccination est aussi un bien qui est source de ce que les économistes appellent l'externalité positive. La vaccination apporte un bénéfice personnel à la personne qui se vaccine en la protégeant contre le virus, surtout des formes graves, mais apporte un bénéfice collectif dans le sens où elle permet d'atteindre la fameuse immunité collective, c'est-à-dire atteindre un niveau de protection qui fait que la circulation virale diminue et que l'on peut espérer, comme on l'a vu pour d'autres maladies, voir une quasi-disparition du virus. Alors, le problème, c'est que si on laisse les individus choisir seuls, eh bien, ils
comparent uniquement les bénéfices et les coûts qu'ils perçoivent pour eux. Donc, on a dit qu'ils peuvent se tromper. Et en plus, ils peuvent oublier les bénéfices collectifs. Et donc, du coup, on est face à ce paradoxe quand on est dans un cas de ce que les économistes appellent les externalités, où les gens peuvent percevoir un bénéfice privé trop faible par rapport au coût qu'ils perçoivent, qui est sans doute surestimé, et donc ils décident de ne pas se vacciner, alors même qu'en fait, si on comparait la somme des bénéfices privés et collectifs, ça serait bien supérieur au coût réel subi, coût en termes d'effets secondaires de la vaccination, puisqu'on sait qu'il y a très peu d'effets secondaires. Et donc, on a un décalage entre la décision qui serait collectivement souhaitable, c'est-à-dire que tout le monde se vaccine, et les décisions que vont prendre les gens. Et donc, on est face à un cas où les gens peuvent prendre une décision qui est sous-optimale collectivement. Alors, le fait que les gens puissent comme ça prendre des décisions qui ne soient pas optimales d'un point de vue collectif peut justifier de mettre en place des politiques pour promouvoir la vaccination. Alors, plusieurs politiques ont été mises en place en France ou pouvaient être mises en place en France ou dans d'autres pays. Et quelques mots sur ces différentes politiques et comment le pass sanitaire s'insère par rapport à ce problème. Alors, la première chose qu'on a faite, et beaucoup de pays l'ont choisi, on a rendu gratuit la vaccination, bien sûr. La première chose, c'était ça, alors que quand même, il faut bien se rendre compte qu'avant la vaccination, les tests étaient gratuits en France, mais beaucoup de pays européens avaient conservé des tests payants. Donc, nous avons bien sûr rendu gratuit la vaccination pour réduire le coût direct à la vaccination, pour que les gens n'aient pas un coût à subir en se faisant vacciner. On a également essayé de faciliter cette prise de rendez-vous et l'accès au vaccin en créant des vaccinodromes, en permettant des vaccinations chez le médecin, chez le pharmacien. L'idée est de réduire ce que l'on appelle les coûts de transaction, tous les coûts d'accès direct à la vaccination. Et on a passé au comité du vaccin, en tout cas, beaucoup de temps avec les travailleurs sociaux, les caisses primaires d'assurance maladie, les agences régionales de santé, à travailler sur des politiques d'aller vers les publics les plus fragiles, les plus isolés des soins, faire de la vaccination en pied d'immeuble, par exemple, ou proposer de la vaccination à côté des festivals, des choses comme ça. Pour autant, tout ça n'a pas suffi. Si on prend les chiffres du début de l'été 2020, avant le 12 juillet, quand le président Macron a annoncé le pass vaccinal, la France faisait partie des pays qui étaient le moins vaccinés, et en particulier dans les milieux populaires, les périodes n'ayant pas peur du virus ou défiantes envers le gouvernement. Alors, vous avez ici quelques chiffres qui ont date du 10 juillet. Vous voyez, alors, ces comparaisons sont intéressantes. On voit qu'il y a un pays qui a eu un taux de vaccination qui est monté en flèche. Vous le connaissez tous, vous avez tous entendu parler de lui, c'est Israël. Alors, pourquoi Israël? Israël a contractualisé avec Pfizer pour avoir accès au vaccin plus tôt, en contrepartie de deux choses: avoir payé les vaccins plus chers que l'Europe, et deuxièmement, avoir donné accès à toutes ces données de santé de sa population pour pouvoir étudier les conséquences de la vaccination sur les effets secondaires, la circulation virale, etc. Et aujourd'hui, par exemple, les résultats que nous étudions aujourd'hui sur les besoins de rappel dans la population sont toujours issus des publications israéliennes, qui sont les premières que nous ayons, la population qui permet d'avoir le plus de recul en tout. Vous voyez ensuite un autre pays qu'on a connu, qui est la Grande-Bretagne, et qui, lui, a eu accès à deux choses, a eu accès à l'AstraZeneca, en ayant produit ce vaccin, et qui a également eu accès à des vaccins Pfizer plus rapides pour sa population à risque. Donc, l'Angleterre a également très, très vite mené une campagne de vaccination. Donc, ces deux pays, on les connaît. Alors, il y a des pays dont on a moins parlé, et pour autant, ils étaient très performants. Par exemple, c'est le Portugal qui, très, très vite, a mené une politique de santé publique extrêmement
virulente. Alors, il faut savoir que le Portugal, vous savez tous, a connu une crise économique terrible à la suite de 2008, a réorganisé totalement son système de soins à cette époque-là, a énormément rationalisé ses dépenses de santé, mais en contrepartie, a décidé de mener des politiques de santé publique extrêmement efficaces, extrêmement organisées pour toucher les populations cibles. Et la France, eh bien, vous voyez, à cette date, on était parmi le pays sous l'Allemagne, sous les États-Unis, en termes de vaccination. Alors, si maintenant on regarde qui étaient les personnes vaccinées. Donc là, vous avez les données qu'on a fait de la grande enquête EPICOV, une enquête auprès de 180 000 personnes qui ont été faites depuis le mois de mai 2020. On a pu étudier les intentions vaccinales quand les gens ont été interrogés au printemps 2021. Bon, là, vous avez des chiffres qui vous donnent le surrisque de ne pas vouloir se faire vacciner par rapport aux gens qui ont un bac+2. Ce que l'on voit, c'est que les gens sans diplôme ont 1,2 fois plus de risque de ne pas vouloir se faire vacciner, alors que les gens avec à bac+5 avaient 2 fois moins de chances de ne pas vouloir se faire vacciner par rapport aux gens à bac+2. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment un gradient social d'intention vaccinale. Moins on est éduqué, moins on veut se faire vacciner. Plus on est éduqué et plus on est très éduqué, plus on veut se faire vacciner. Si on regarde par rapport au niveau de revenus, eh bien, on voit la même chose. On voit que les personnes qui appartiennent aux 10% de la population qui ont les revenus les plus élevés et globalement les gens qui ont les 70% de la population qui ont les revenus les plus élevés ont beaucoup plus de chances de vouloir se faire vacciner, alors que les plus pauvres ont moins de chances de vouloir se faire vacciner. Si maintenant on regarde en fonction, alors ce sont des résultats ajustés, multivariés, donc tous ces effets s'additionnent. En fonction du pays ou de la région de naissance, ce que l'on voit, c'est qu'il y a aussi des très grandes différences en fonction. Alors, on a malheureusement connu cette situation cet été et aujourd'hui encore dans les départements et régions d'outre-mer. On sait qu'il y a une défiance vis-à-vis de la vaccination qui est extrêmement forte, avec des gens qui ont 60% de chances de plus de ne pas vouloir se faire vacciner, qui restent très nombreux à ne pas être vaccinés. Mais on voit également que les populations d'origine étrangère, qu'elles soient de première ou de seconde génération, et en particulier ce qu'on peut appeler les minorités visibles, donc les populations les plus marginalisées, ont de chances de ne pas vouloir se faire vacciner. Enfin, d'autres facteurs... Je n'arrive pas à déterminer votre emplacement. Pardon. Enfin, comme vous le voyez, on a également d'autres paramètres qui jouent. Alors, bien sûr, le fait d'avoir peur d'attraper le virus et d'être infecté augmente l'intention vaccinale. Le fait d'avoir des comorbidités à risque de faire des formes graves de Covid-19 augmente un petit peu l'intention vaccinale, mais très légèrement. Par contre, ce qui explique massivement que les gens ne veulent pas se faire vacciner ou ne voulaient pas se faire vacciner, c'était le manque de confiance dans le gouvernement et dans les scientifiques. Donc, on a ici vraiment un schéma de personnes défiantes, peu éduquées, pauvres et marginalisées qui n'ont pas souhaité se faire vacciner. Pour autant, ces personnes sont à risque. Alors, ça, c'est des résultats qu'on a montrés lors de la première pandémie, juste pour vous dire qui ont les personnes qui ont été le plus infectées par la Covid-19. Les personnes qui ont été le plus infectées par la Covid-19, au tout début de l'épidémie de 2020, c'était les personnes de classe sociale supérieure, celles qui prenaient beaucoup l'avion, le train, dans les restos, les restaurants. Mais avec les confinements, on s'est rendu compte qu'on a eu un renversement des inégalités sociales de santé et que là, on avait une population plus précaire qui vivait dans des logements surpeuplés, qui vivait dans des communes très denses et qui avait des emplois plus essentiels qui ont été exposés. Et notamment, là encore, le télétravail est un facteur très important de contamination. Et donc, les personnes plus modestes qui, aujourd'hui encore, font moins de télétravail, sont plus exposées.
Par ailleurs, les personnes modestes sont plus à risque de faire des formes graves de la COVID-19, puisque d'une manière générale, vous le savez, il existe des inégalités sociales de santé. Vous avez ici l'espérance de vie en fonction du revenu en France en général. On sait qu'il y a un écart de près de 12 ans d'espérance de vie entre quelqu'un qui gagne 500 € par mois et quelqu'un qui en gagne 6 000, avec des effets extrêmement forts sous le seuil de pauvreté. Et donc, les personnes les plus modestes sont celles qui ont la plus faible espérance de vie, en raison de quoi? Eh bien, d'un plus grand nombre de maladies chroniques qui sont de problèmes de santé fonctionnelle, de mauvaise santé perçue, plein de problèmes de santé qui sont à risque de formes graves de Covid-19. Enfin, vous le savez aussi, il y a un facteur très grave d'infection à la COVID-19 qui est l'obésité, syndrome métabolique, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et les personnes pauvres ont un doublement par rapport aux personnes les plus riches de leur risque d'être obèses. Et on a ça. Donc, on est face à un paradoxe, face à des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, qui sont les personnes qui ont des chances de contracter le virus de par leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, et qui en même temps sont à risque de faire des formes graves de la maladie. Donc, du coup, comment faire pour amener cette population, en particulier la population modeste, à se faire vacciner? Alors, bon, la première chose qu'on a essayé de faire, bien sûr, ce sont des campagnes de prévention. Vous avez vu des spots à la télé et on a essayé de communiquer sur les bénéfices de la vaccination. Certains pays, ça n'a pas été choisi en France parce qu'on ne fait pas beaucoup ça, ont choisi de donner des cadeaux. Par exemple, un repas, un billet de loterie aux États-Unis, etc. Alors, bon, il y a eu des travaux contradictoires, des résultats contradictoires là-dessus, mais il semble quand même que ces incitations financières aient pu marcher, notamment chez les jeunes. Alors, bon, on n'a pas choisi cette voie, et face à l'insuffisance des campagnes de vaccination, donc on a essayé de passer à une autre série d'instruments qui visent à augmenter le coût de la non-vaccination. Alors là, il y avait plusieurs options possibles. La première était de rendre la vaccination obligatoire et par exemple, on aurait pu le faire en donnant une pénalité fiscale, par exemple, sans payer un impôt aux gens qui n'étaient pas vaccinés. Ça n'a pas été choisi, on va voir pourquoi. Et sinon, on a choisi de rendre la vaccination ou les tests nécessaires pour certaines activités. Et nous avons aussi réfléchi successivement à la gratuité ou la non-gratuité des tests. Alors, quelques éléments de discussion sur ces politiques. D'abord, pourquoi ne pas avoir introduit d'obligation vaccinale? Alors, le premier argument éthique qui a été proposé a été celui du manque de recul sur la vaccination qui rendait inacceptable pour certains de rendre obligatoire un vaccin, en particulier pour des populations ayant a priori un risque faible de faire des formes graves de la COVID-19, comme les personnes les plus jeunes. Par ailleurs, on sait que les obligations ne fonctionnent pas toujours. Alors, deux exemples récents. Vous savez qu'aux États-Unis, Barack Obama a rendu obligatoire l'assurance santé. Les gens, s'ils n'ont plus d'assurance santé, sont obligés de payer une pénalité. Et on s'est rendu compte que cette obligation n'a pas conduit à avoir 100% de la population américaine vaccinée, les plus pauvres en particulier, préférant payer la pénalité plutôt que de payer les assurances, parce que ça leur coûte moins cher que d'acheter les assurances. Donc, et on sait qu'il y a une défiance, donc on sait ça. On sait aussi que les obligations vaccinales ne sont pas respectées. Et en 2018, il y a eu 11 vaccins qui ont été rendus obligatoires pour les enfants. Et on sait qu'il y a une forme de défiance et on sait qu'il y a des faux certificats de vaccination qui ont été délivrés par les médecins. Donc, on sait que l'obligation, c'est quelque chose qui braque la population et qui, par ailleurs, peut être contourné. Donc, il a été choisi
d'introduire le pass sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le pass sanitaire? Le pass sanitaire, c'est avoir un vaccin ou avoir un test négatif. Et ce pass, il a un double objectif. Le premier, il est quand même sanitaire, c'est de vérifier que les personnes ne s'engagent pas dans certaines activités quand elles sont contagieuses. Et ça, c'est quand même une question de santé publique première. Et puis, ce pass, c'était aussi un moyen d'augmenter le bénéfice de la vaccination pour certains, c'est-à-dire en évitant d'avoir à faire des tests tout le temps. Alors, en tant qu'économiste, vous savez, on considère que les gens décident ou pas de se vacciner en comparant les bénéfices où il y a un pass sanitaire, quels sont les bénéfices et les coûts que subissent les gens quand ils sont vaccinés et quand ils ne le sont pas. Le bénéfice du vaccin, il ne faut pas l'oublier. Sanitaire, donc le fait de pouvoir s'engager dans des activités. Donc, j'ai rajouté en rouge ce qu'a rajouté le pass sanitaire. Donc, ça rajoute un bénéfice. Ce pass sanitaire ne change rien au coût du vaccin, qui est toujours égal à 0 en France, et ne change évidemment pas les effets secondaires perçus par les gens. Du point de vue de la situation des personnes, si elles ne sont pas vaccinées, eh bien, ce pass, ça fait que les gens doivent faire des tests, puisque maintenant, il faut un pass sanitaire pour aller au restaurant, pour prendre l'avion. Et puis, ils subissent des coûts. Il faut faire les tests. Donc, on a le pass, mais si on fait les tests. Et puis, au départ, il y avait un coût des tests égal à 0, mais il faut faire des tests, il faut trouver des PCR, etc. La vie est un peu compliquée. Donc, l'enjeu du pass, c'est à la fois de complexifier la vie des gens et donc leur faire subir des coûts d'organisation pour faire des tests, pour pouvoir s'engager dans leurs activités, et à la fois leur donner plus facilement ce bénéfice. Alors, à quelles conditions ce pass sanitaire fonctionne? Tout d'abord, il faut bien se rendre compte que le pass n'a d'intérêt pour les gens que si les gens veulent s'engager dans les activités pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un pass. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est que le pass sanitaire ne peut fonctionner que pour les gens qui vont au bar, au restaurant, qui prennent le train ou l'avion. Et pour les gens aussi qui subissaient un coût d'organisation dans leur vie élevé à devoir faire des tests. Alors là, on se rend compte, par exemple, qu'en milieu rural et en milieu urbain, ce n'est pas pareil. Il y a des endroits où on avait beaucoup de facilité à faire des tests, des endroits où on n'en avait pas. Donc, voilà, ça va marcher pour la population jeune, a priori, qui cherche, et ça a marché sur cette population jeune à l'été, qui voulait aller au bar, au restaurant, dans les boîtes de nuit cet été, et qui voulait simplifier la vie en ne faisant pas de tests. Par contre, il est clair que ça n'a absolument pas changé l'arbitrage de ceux qui voyaient énormément d'effets secondaires à la vaccination et tous ceux donc, qui, de toute façon, ne voulaient pas être vaccinés. Bon, néanmoins, ce que l'on a observé, c'est que ce pass a eu un premier effet très fort chez les jeunes, mais également, on a eu une augmentation de 40% des primo-vaccinations chez les personnes de plus de 65 ans. Alors, après, ce pass sanitaire a été introduit le 15 octobre, la non-gratuité des tests. Alors, pourquoi avoir rajouté cette mesure supplémentaire? En toute sincérité, je pense que l'une des motivations du gouvernement a été de diminuer les dépenses de tests remboursées par la sécurité sociale, mais il y a également une volonté d'inciter plus encore à la vaccination. Alors, cette nouvelle étape, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'arbitrage des personnes? Eh bien, c'est qu'elle rajoute le coût des tests. Donc, ça renchérit en fait
encore le fait de ne pas être vacciné si on veut avoir un pass sanitaire. Et ça rajoute aussi des coûts d'organisation et d'attente parce que depuis que les tests ne sont plus remboursés, un certain nombre de pharmaciens ne font plus de tests, un certain nombre de médecins ne font plus de tests. Donc, ça vous complexifie la vie pour faire des tests et en plus, ça vous coûte de l'argent. Donc, l'idée, c'est vraiment de, à la fois, vraiment renchérir les coûts à ne pas être vacciné, plus encore que quand on l'avait sur le pass sanitaire. Alors, là encore, on sait que ça va marcher, mais toujours pareil, uniquement chez les gens qui veulent toujours avoir un pass sanitaire, c'est-à-dire ceux qui vont au bar, restaurant, etc., qui prennent l'avion. Et bien évidemment, ça ne va vraiment marcher sur la vaccination que si faire des tests, faire de la vaccination sont des biens substituables, c'est-à-dire que dans la tête des gens, on peut se faire vacciner à la place de faire des tests. Or, il est clair que pour les personnes qui continuent à avoir très, très peur de la vaccination, on voit que, et c'est ce qu'on observe par exemple dans les départements d'outre-mer, cela ne fonctionne pas et on continue d'avoir une défiance envers la vaccination et d'ailleurs une défiance envers les tests. Voilà. Alors, la seule chose dont on est sûr, c'est que cette non-gratuité des tests, elle va diminuer le nombre de tests. Alors ça, est-ce que cette diminution du nombre de tests, elle est souhaitable? Ça, ce n'est pas sûr parce que peut-être que ça va augmenter encore un peu plus la vaccination, mais ça n'est pas certain parce qu'on peut rentrer dans une frange de gens résistants à la vaccination. Mais par contre, ce que ça va certainement faire, c'est que les gens ne vont plus faire de tests. Et donc, on risque de rentrer dans une phase où il y a un sous-diagnostic de l'épidémie. Et donc, c'est ce que l'on est en train d'observer en Europe, en France, de manière très forte en Europe de l'Est, mais aussi en Allemagne, une très forte réaugmentation de la circulation virale. Alors, juste pour finir, quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant peut-être pour accompagner ce pass sanitaire? Eh bien, il faudrait arriver à non pas simplement jouer sur les coûts subis, ce qu'ont été ces politiques de pass sanitaire, qui cherchent à faire subir aux gens des coûts quand ils ne sont pas vaccinés. Eh bien, peut-être qu'il faudrait qu'on retravaille à nouveau, et c'est le sens normalement d'une politique de santé publique et de promotion de la santé, pour arriver à amener la population à véritablement percevoir le bénéfice de la vaccination et à améliorer la confiance dans le vaccin, dans la science et le gouvernement. Et donc l'idée, ça serait de véritablement arriver à amener les gens à choisir à se soigner pour de bonnes raisons, à vacciner pour de bonnes raisons et pas selon contrainte. Et cela nous permettrait aussi de s'assurer que les gens continuent à comprendre les enjeux de l'épidémie, continuent à respecter les gestes barrières dans un contexte où la circulation virale commence à frémir, en particulier dans les milieux populaires les plus éloignés des soins et les gens ayant des traits de personnalité particuliers. Alors, juste pour finir, quelques résultats que nous avons sur le respect des gestes barrières. Les personnes de milieux populaires les versent moins, mais nous savons aussi que certains traits de personnalité jouent. Que les gens qui ont très peur du risque respectent plus ces gestes barrières, mais que les gens qui sont plus riscophiles ne les respectent pas. Que ça joue aussi dans notre rapport au temps, et que les gens qui ont de la patience sont plus capables de respecter les gestes barrières, mais que les gens impatients voient plus leurs amis, en ont marre d'attendre et de respecter. Et puis, comme vous le savez aussi, nous avons des effets, des opinions politiques, de la confiance dans les autres. Alors, la confiance dans les autres qui est compliquée, la défiance envers le gouvernement conduit à ne pas respecter les gestes barrières, mais avoir trop confiance dans ses amis, ça conduit aussi à ne pas respecter les gestes barrières. Et enfin, nous avons des effets liés aux pratiques religieuses. Donc, je vous remercie. Et donc, voilà, je vous invite à vous faire vacciner. Je vous invite à continuer à respecter ces gestes barrières et à vous simplifier la vie en ayant un pass sanitaire à jour. Merci. Merci beaucoup, Florence, pour ce panorama et
cette vision globale, y compris pour nous avoir fait un peu rentrer dans les arcanes de la décision publique autour du pass. Je réinvite le public à poser toutes les questions. Pas encore de questions jusqu'à présent reçues sur le site. Donc, n'hésitez pas à intervenir et je laisse la parole à mon collègue Jean-François Bonnefond. Merci Karine. Donc, merci et puis merci Florence parce que c'était tellement complet que tout est mis en place et du coup je vais pouvoir aller directement vers les choses dont je voulais parler sans trop de mise en place. Donc ce dont je voulais parler, c'est de l'acceptabilité dans l'esprit des gens de l'utilisation du pass sanitaire, c'est-à-dire de l'acceptabilité d'une mesure qui restreint leur liberté conditionnellement à l'obtention de ce document. Et, parce que c'est très lié, de la dimension morale de la vaccination. C'est-à-dire que quand on prend une décision, comme l'expliquait Florence, on peut la prendre sur le fait des bénéfices privés et des coûts privés, en faisant son calcul rationnel en tant qu'agent. Mais parfois, la décision qu'on prend impacte aussi les autres. Et dès que la décision impacte aussi les autres, elle peut prendre une dimension morale, c'est-à-dire que je peux être attaqué sur le fait, par exemple, de ne pas me faire vacciner, attaqué sur la base d'un argument qui serait « tu fais prendre des risques aux autres ». Il ne s'agit pas juste d'une décision individuelle, il y a aussi un impact sur les autres, donc ne pas se faire vacciner te fait de toi une mauvaise personne. Alors, dès qu'on va sur ce terrain-là, on va observer des résistances très importantes de la part des gens parce que tout le monde déteste être suspecté ou être qualifié de mauvaise personne, de personne immorale. Donc, quand on est psychologue et qu'on voit arriver une situation comme celle du pass sanitaire, qui est extrêmement nouvelle, on peut être un peu pris de court. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans de ça, l'idée que l'accès à l'espace public, au restaurant, au bar, pourrait être conditionné à la preuve donc, de son état immunitaire ou de la vaccination, c'était quelque chose d'inimaginable. Et ça s'est produit, ça s'est déployé. Et on pourrait se dire que psychologiquement, on est impuissant parce qu'il n'y a pas de précédent à quelque chose comme ça, ou du moins, il n'y a pas de précédent dans la vie de la plupart des gens en vie en ce moment. Donc, ce qui est utile dans ce cas-là, c'est d'essayer de trouver quand même une analogie, quelque chose qui pourrait avoir la même structure et que les gens acceptent ou refusent. Et il y a une analogie qui est en fait assez directe avec le pass sanitaire, qui est celle du permis de conduire. Pourquoi? Parce que dans le cas, il y a l'idée qu'on va conditionner l'accès à un espace public. Ça peut être le restaurant, ça peut être la route. On va conditionner l'accès à cet espace public à la preuve que l'on n'est pas un danger pour les autres par la production d'un document qui peut être le pass sanitaire ou le permis de conduire. Donc, quand je veux accéder à la route avec ma voiture, il faut que je montre que je ne suis pas un danger pour les autres. Un peu comme la logique du pass sanitaire veut que pour pouvoir accéder à un restaurant ou à un cinéma, je dois montrer que je ne suis pas un danger pour les autres. Alors, personne ne fait un scandale sur le fait que l'accès à la route est conditionné à l'obtention d'un permis de conduire. C'est même très bizarre d'y penser. On ne va pas voir de manifestations de gens qui disent « c'est inadmissible, ma liberté individuelle de circuler dans une voiture sur la route ne doit pas être conditionnée à l'obtention du permis de conduire ». Ça paraît même absurde d'en parler. Donc clairement, il y a là une situation où tout le monde accepte sans aucun problème cette restriction de liberté individuelle basée sur le fait que je dois prouver que je ne suis pas un danger pour les autres, que je n'impose pas d'externalités négatives sur les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors, comme l'a expliqué Florence, on va avoir un arbitrage psychologique dans la tête des gens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le permis de conduire? Il se passe que tout le monde voit bien que conduire sans permis sur la route, c'est un risque majeur, à la fois pour soi et pour les autres. Donc là, il y a un plateau de la balance, il y a un plateau de la balance qui est très haut. Conduire sans permis, très dangereux. Obtenir son permis, ce n'est pas dangereux. Obtenir son permis, même si c'est long et coûteux, c'est sans risque. Donc, clairement, là, on voit qu'il y a une balance des risques qui est que obtenir mon permis, 0 risque, conduire sans permis, dangereux pour tout le monde. Donc, OK, on est d'accord sur le fait que le permis de conduire est obligatoire pour accéder à la route. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le vaccin? Il va se passer qu'on peut jouer sur ces 2 plateaux-là dans la tête des gens. Il y a le plateau qui est le risque que j'impose aux gens. Et là, donc, quel va être le risque que j'impose aux gens quand je suis vacciné?
Alors là, ce qui va se passer, c'est que ça pourrait être un peu n'importe quoi. Ce n'est pas très clair souvent. Ça dépend de qui je rencontre, bien sûr. Ça dépend de plein de choses. Mais ce qui est extrêmement intéressant, même si c'est pour moi un peu anecdotique, parce que je ne connais pas de données là-dessus, c'est que les gens qui sont contre le pass sanitaire et refusent de se faire vacciner, souvent ont un discours qui les prémunit contre l'accusation d'être une personne immorale qui fait courir un danger aux autres. C'est-à-dire, ce qu'on va entendre, c'est que quelqu'un qui refuse de se faire vacciner va spontanément expliquer qu'il ou elle prend des précautions extrêmes, qu'il ou elle n'est pas un danger pour les autres parce qu'il ou elle respecte très, très scrupuleusement les gestes barrières mieux que les autres. Et là, le parallèle avec le permis de conduire est aussi assez flagrant, puisque je pense qu'on a tous une fois vu quelqu'un nous expliquer que je suis un conducteur extrêmement prudent, donc je suis moins danger pour les autres, même si j'ai bu 3 verres d'alcool. Même en ayant bu 3 verres d'alcool, je peux quand même prendre ma voiture parce qu'il se trouve que ma conduite est tellement prudente que même maintenant, même comme ça, je suis encore moins dangereux que les autres. Donc, on va avoir un peu la même logique qui est, d'accord, je ne suis pas vacciné, mais ça n'est pas important, puisque même en n'étant pas vacciné, j'ai une conduite, un comportement tellement prudent que je ne suis pas dangereux pour les autres, et donc vous ne pouvez pas m'accuser d'être quelqu'un d'immoral qui fait courir un danger aux autres. Donc ça, c'est un plateau de la balance qui est pour soi-même de diminuer psychologiquement le risque qu'on fait prendre aux autres. Et bien sûr, il y a l'autre, celui dont on parle davantage, qui est, d'accord, je me dis, OK, je ne fais pas courir de danger aux autres en n'étant pas vacciné, mais est-ce que j'ai un risque à me faire vacciner? Donc ça, c'est l'autre plateau, et c'est vrai que c'est celui dont on parle très souvent, qui est la surestimation probable du risque lié à la vaccination. Alors, qui va se baser sur quoi? Alors, ce qu'on entend la plupart du temps, c'est « j'ai peur de me faire vacciner parce qu'on n'a pas assez de recul ». On joue avec le feu, en quelque sorte. On a un produit ici sur lequel on n'a pas de recul sur les effets secondaires à long terme. Donc, je pense que ce risque est trop important. Alors, ce n'est pas complètement infondé, mais c'est quand même beaucoup moins fondé que ce que pensent les gens en général. Le risque qu'il y ait un effet secondaire extrêmement délétère qui apparaîtrait maintenant, avec tout le recul qu'on a sur les premières vaccinations, est quand même pas très, très important, en tout cas beaucoup moins important peut-être que le pensent les gens qui refusent de se faire vacciner. Mais ce n'est pas complètement infondé. Et en revanche, il y a une deuxième inquiétude qu'on entend plus dans les sphères farouchement anti-vaccins, qui, elle, est totalement infondée, qui est l'idée que le vaccin vous transforme génétiquement, que la technologie spécifique de ces vaccins-là, ARN messager, signifie que quand on les injecte, vous devenez un organisme génétiquement modifié. Et que là, donc, toutes les inquiétudes, tous les fantasmes peuvent se développer. Et je vous parle d'organismes génétiquement modifiés à dessein parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est le recouvrement entre les sphères anti-vaccins et les sphères anti-OGM, qui était déjà enclenché avant la pandémie, mais qui a été largement accéléré parce que les sphères anti-OGM ont commencé à investir les sphères anti-vaccins, à financer les sphères anti-vaccins, car il y avait là l'opportunité probablement d'atteindre un nouveau public. Et cette idée que le vaccin vous modifie génétiquement fait de vous une créature génétiquement modifiée avec tous les risques que les sphères anti-OGM ont toujours avancé dans l'espace public depuis maintenant très longtemps, des risques à long terme. Donc, toutes ces craintes-là vont maintenant s'appliquer à vous. Ce n'est plus la tomate ou le cochon qui est modifié, non, c'est vous personnellement en tant qu'humain. Donc, ça, c'est extrêmement effrayant pour certaines personnes. Ce qui a nourri cette inquiétude, c'est que techniquement, il se trouve que le Parlement européen a été obligé de voter une dérogation à la loi sur les OGM pour développer les vaccins. Alors, ce qui est un point technique, en fait. Il fallait, pour ne pas freiner le développement de vaccins, il fallait voter une certaine dérogation à la loi sur les OGM. Mais bien sûr, ceci a été exploité et surexploité par les sphères qui jouent sur le recouvrement des peurs OGM et des peurs vaccins. Donc, il y a eu un moment, franchement, où
tout l'argent des sphères anti-OGM était dirigé contre le vaccin, le pass sanitaire. Le discours anti-OGM a été un très grand succès pour les gens qui le tenaient. Donc, on pouvait très, très largement craindre à un moment que l'histoire des OGM se répète avec les vaccins. C'est-à-dire que les peurs du public prennent une telle dimension qu'on se retrouve à une situation de blocage telle qu'on l'a connue avec les organismes génétiquement modifiés. Donc, je pense qu'il pouvait y avoir une inquiétude d'un point de vue psychologique très, très légitime. Et puis, j'ai envie de dire miraculeusement, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que, bien au contraire, même avec tout cet effort de communication sur le risque des effets secondaires, la peur de jouer avec la génétique, de jouer avec l'ADN, eh bien, la résistance au vaccin et au pass sanitaire a diminué, s'est effritée plutôt qu'augmenté. Et je vais conclure là-dessus, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va être très intéressant à observer maintenant. C'est est-ce que certaines sphères anti-OGM ont joué avec le feu ici, en investissant autant, en popularisant autant leur discours auprès des gens résistants au vaccin ou dans l'opinion publique, pour voir ce discours s'effriter. Est-ce que cela signifie que le discours anti-OGM va lui aussi s'effriter par conséquent dans les années qui viennent, parce qu'il a été mis à l'épreuve du Covid-19 et a échoué à convaincre la population de ne pas se faire vacciner. Donc là, il y a quelque chose en tant que psychologue qui va être absolument fascinant à observer dans les mois et les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Peut-être une question pour toi qui apparaît sur le site. Je te la lis telle qu'elle apparaît. Pouvez-vous nous faire part de votre analyse de la prospérité des thèses dites complotistes chez les opposants au vaccin ou au pass sanitaire? Donc tu as déjà touché peut-être un petit peu à la question. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou si Florence, de ton côté, tu souhaites dire quelque chose à ce propos. Vas-y, Jean-François. Oui, j'en ai dit un mot, qu'il y a eu une espèce de convergence des luttes dans les sphères complotistes entre certaines. Alors, il faut que je fasse attention parce que peut-être que depuis le début, je parle des gens qui sont contre les OGM comme des conspirationnistes. Il y a des gens qui ont des inquiétudes sur les OGM mais qui ne sont pas dans la conspiration. Je parle des franges extrêmes du discours anti-OGM. Donc, je pense qu'il y a une espèce de convergence des luttes ici. Peut-être parce que les gens qui avaient peur du vaccin ont cherché des raisons d'avoir peur ou des raisons de justifier leur inquiétude et que la communauté la plus naturelle, conspirationniste, adjacente, c'était les franges conspirationnistes anti-OGM. Donc, ça s'est passé un peu comme ça. Pardon, et je ne sais plus ce que j'allais dire, mais... excusez-moi, je suis perdu. Pardon. Florence, ça me reviendra peut-être. Oui, alors moi, peut-être que je voulais rajouter quelques mots. Je me suis pas mal intéressée à la question des départements d'outre-mer, où là, on a aussi un mélange qui est très intéressant. Comme vous le savez, le département d'outre-mer, alors bon, la Guyane, c'est encore très particulier, mais... parce qu'il y a des endroits très isolés, très difficiles à atteindre, ou Mayotte, mais si on prend les départements d'outre-mer qui sont les plus développés et comparables à la métropole, on a un département qui se démarque très fortement, c'est la Martinique, avec un refus de la vaccination très très fort, une défiance envers le gouvernement très fort et la science. Et ça s'articule là, pas que la question de l'OGM, des scandales sanitaires passés. Vous savez qu'il y a un scandale qui s'est produit pendant des années, qui s'appelle la chlordécone, qui est un insecticide qui a été utilisé dans les bananeraies pendant longtemps, et malgré une toxicité qui a été connue, a continué à être utilisée, a exposé la population à des cancers très particuliers. Donc on voit là, ce qui a rejoint ce que tu dis, c'est que cette histoire en fait s'articule dans le temps. Et donc, on a des anciens scandales sanitaires qui viennent augmenter. On sait aussi que dans l'histoire de la colonisation, on a vu la même chose en Inde, en Guyane, la question de la vaccination n'est pas neutre. La vaccination, c'était le blanc qui venait inoculer le virus à la population locale.
Donc, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit dans les Antilles, en Guyane, etc., ou en Inde, on a aussi une représentation d'un virus qui est amené par la métropole, par le colonisateur, et qui rend, et même si c'est quelque chose de très ancestral, qui date d'il y a très, très, très longtemps, ça reste dans la population. Donc, on voit que derrière cette vaccination, il y a des peurs ancestrales qui reviennent et qui nous ramènent aussi au lien que l'on a avec la population. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, on a réussi à l'époque à mener des politiques de santé publique extrêmement efficaces contre le sida, que ce soit dans les Antilles, en Guyane, y compris en période de carnaval, où ce sont des périodes très à risque, mais en accompagnant, en action avec les associations. Mais ça a été fait avec le tissu local. Là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a tout le problème de comprendre les peurs des personnes, comprendre leurs motivations et ne pas faire une politique descendante, venue d'en haut, mais essayer de comprendre les arguments et ne pas forcément se dire ce sont que des fake news, mais il y en a, mais il y a aussi des inquiétudes. C'est ce que tu essayais de montrer, la complexité. Il y a des gens qui ont des attitudes extrêmes, qui sont contre le pass sanitaire parce qu'ils sont contre à peu près tout. Quand on voit des anciens anarchistes qui rejoignent des partisans d'extrême droite très durs, on se rend compte qu'il y a là une volonté, j'allais dire, de manifester son mécontentement général envers le gouvernement et que c'est plus une instrumentalisation du pass, mais qu'il y a des choses qui renvoient à la peur du sanitaire. Et ce qui est un peu paradoxal pour nous, et je comprends tes inquiétudes, c'est que à la fois les personnes qui peuvent s'inquiéter de l'avenir de la santé, de la prévention, d'avoir un monde plus sain, du changement climatique, etc., sont à la fois des gens qui sont intéressés à la santé et voudraient préserver au mieux notre planète, mais en même temps peuvent avoir peur de la technologie qui peut nous aider. Et là, comme on le voit, ça, je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi, est plus inquiétant. Parce qu'à la limite, les gens très extrêmes, bon, ma foi, on peut essayer de les aider, j'espère, mais il y a aussi toute cette frange intermédiaire. Et ce que l'on voit, par exemple, ici, je suis actuellement à l'île de la Réunion, c'est qu'il y a une frange de la population très éduquée qui est à la fois très anti-pass. Parce qu'on a cette branche qui rejoint aussi les mouvements écologiques, qui rejoint les mouvements anti-OGM et qui n'est pas aussi que le fait de personnes peu éduquées et précaires, mais aussi de personnes dont les préoccupations écologiques se sont manifestées contre les technologies de santé. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je vous invite à poursuivre et à poser davantage de questions. Je vais maintenant peut-être me donner la parole pour apporter quelques éclairages peut-être complémentaires à ce qui a été dit. Déjà, beaucoup a été dit. Alors peut-être je voudrais commencer pour élargir un petit peu plus, vous dire quelques mots sur la manière dont se sont déroulés les débats, donc non seulement en France, mais chez un certain nombre de nos voisins européens, sur les avantages et les inconvénients du pass, ou pour parler comme les économistes, sur les bénéfices et les coûts du pass comme politique publique. Et donc, sans être exhaustif, mais quand on regarde la manière dont se sont organisés les débats dans ces pays, que ce soit au niveau des parlements, dans les assemblées élues, mais aussi dans la rue ou dans les organisations non gouvernementales, on observe de grandes similitudes dans les échanges. Globalement, les gens sont d'accord sur ce que sont les avantages et les inconvénients du pass. Donc rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, côté bénéfice, si l'alternative est le confinement, tel qu'on l'a connu pendant plusieurs mois en France et tel qu'il commence à se redessiner dans un certain nombre de pays aujourd'hui, comme la Lettonie par exemple récemment,
Le pass peut évidemment apparaître comme une bonne idée sur le plan économique, en tout cas comme une idée raisonnable, puisque son principe est de permettre une reprise de l'activité économique tout en évitant une propagation trop massive, sans l'éliminer, mais en évitant en tout cas une propagation trop massive de l'épidémie. Ça semble être effectivement une bonne solution de compromis. Côté coût ou inconvénient, là encore, les perceptions sont assez similaires. Il y a d'une part une certaine inquiétude sur les conséquences de la mesure. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que les gens vont effectivement adopter le pass? Ce n'est peut-être des inquiétudes véhiculées par les restaurateurs, en Espagne, par les boîtes de nuit, sur parce que les gens allaient vraiment s'approprier cette mesure. Il y a eu également un certain nombre de questions sur l'implémentation, qui maintenant sont un petit peu moins prégnantes dans le débat public, puisque finalement, là où ça a été appliqué, ça fonctionne pas si mal. Mais aussi, surtout, et ça reste l'actualité, on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de cette session, des enjeux éthiques. Effectivement, Florence l'a rappelé, Jean-François aussi, le pass empiète sur les libertés individuelles de fait, comme, évidemment, comme le faisait déjà le confinement. Mais le pass a ceci de particulier peut-être qu'il empiète sur la liberté, mais de manière discriminatoire selon les individus, puisqu'il crée des inégalités de traitement par son principe même. Par son principe même, seuls ceux qui peuvent montrer le pass peuvent participer. Ce qui n'était pas le cas du confinement, par exemple, qui frappait de la même manière tous les individus. Et deuxième particularité du pass, il délègue aux particuliers le fait de faire respecter le règlement. Ce sont aux employeurs, aux restaurateurs, aux responsables de salles de sport de vérifier l'état sanitaire, l'état de santé, ou en tout cas l'adéquation avec le pass de leurs employés ou de leurs clients. Et pour revenir à l'exemple du permis de conduire qu'évoquait Jean-François tout à l'heure, le permis de conduire, ce n'est pas chaque citoyen qui doit vérifier si son voisin est en mesure ou pas de produire un permis de conduire. Ça, c'est clairement délégué à la police ou à la gendarmerie. Dans le cas du pass, on demande un peu à chacun de faire la police, et avec l'inquiétude que ça crée des relations de suspicion ou d'ingérence indue dans la vie des citoyens. Et enfin, dernier point que l'on retrouve aussi un petit peu partout, ça exerce une pression forte à se faire vacciner. Alors, comme l'a dit Florence tout à l'heure, selon la manière dont on regarde, ça peut être ou bien un bénéfice ou bien un coût. Si on pense que la vaccination est une bonne chose, notamment à cause des problèmes d'externalité dont a parlé Florence tout à l'heure, ces incitations à la vaccination peuvent être une bonne chose. La question, c'est jusqu'où on va dans la manière dont on exerce cette pression, et est-ce qu'à certains points, elle devient trop forte ou indûment forte, au sens où elle ne respecterait plus la volonté des individus. Donc, ces bénéfices, ces coûts, ils ont été assez clairement identifiés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que selon les pays, on leur a donné un poids peut-être plus ou moins important. Certains pays, par leur culture, par leur état sanitaire, ont été plus sensibles, ont mis plus de poids sur certains arguments que sur d'autres. Donc peut-être un pays intéressant, c'est le cas du Royaume-Uni, dont on a suivi récemment l'évolution des débats, parce que jusqu'en juillet, jusqu'à l'été, il a suivi une trajectoire relativement similaire à la France,
en juillet, le pays était prêt à adopter le pass sanitaire. Hein. Le 22 juillet 2021, Nadine Zahawi, qui était le ministre pour la couverture vaccinale au Royaume-Uni, faisait une déclaration au Parlement annonçant que les services publics de santé britanniques, le NHS, avait mis en place une application Covid, Pass, que le pays était prêt à l'adopter. Et puis, il y a eu un revirement relativement inattendu, puisque quelques semaines plus tard, Boris Johnson a annoncé que finalement, le Royaume-Uni n'utiliserait pas le pass sanitaire. Et parmi les principaux arguments avancés pour justifier ce revirement, il y avait tout d'abord, mais c'était déjà là depuis le début au Royaume-Uni, un souci très, très important lié à la limitation des libertés individuelles. C'était vraiment un sujet qui avait soulevé d'énormes débats au Parlement. Et deuxièmement, finalement un bénéfice attendu relativement faible, puisque comme Florence l'a rappelé tout à l'heure, la couverture vaccinale au Royaume-Uni était déjà très très élevée, une des plus élevées au monde à l'été, et donc finalement le bénéfice attendu, si de toute façon pratiquement tout le monde avait le pass, les bénéfices étaient assez faibles. Donc malgré un nombre de morts parmi les plus élevés en Europe, le Royaume-Uni a choisi de ne pas utiliser le pass. Alors peut-être à l'autre extrême, il y aurait l'Italie, qui est probablement le pays qui allait le plus loin en Europe sur l'utilisation du pass, puisque non seulement, comme en France, depuis l'été, le pass est exigé pour participer à un certain nombre d'activités de loisirs ou récréationnelles, pour les déplacements, mais aussi, et là c'est parmi les mesures, comme je le disais, les plus extrêmes d'une certaine mesure en Europe, le gouvernement de Mario Draghi a adopté une réglementation qui oblige toute personne se rendant sur son lieu de travail à présenter un pass, donc ce qu'ils ont appelé eux un Green Pass, un pass vert, qui est obligatoire depuis mi-octobre pour non seulement les travailleurs du secteur public, du secteur privé, mais aussi les indépendants. Donc on voit que on a une grande variété d'attitudes vis-à-vis du pass, même si les arguments pour et contre sont un petit peu partout les mêmes, la manière dont on les soupèse, dont on les évalue, a varié selon les pays. Et peut-être une chose qui m'a paru intéressante en regardant les accents qui ont été mis sur les divers coûts et bénéfices en France et en comparaison avec nos amis européens, c'était peut-être un accent particulier mis en France sur la notion d'inégalité de traitement induite par le pass. C'est un argument qui a été très fort dans le débat public. Alors pas seulement en France, par exemple, si vous regardez le cas de l'Espagne, où la Cour suprême a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l'utilisation du pass dans des régions telles que la Galice ou l'Andalousie, cette notion de discrimination à l'accès induite par le pass est revenue comme une préoccupation importante. Et je vais peut-être passer un petit peu de temps sur cette idée, parce qu'elle a occupé une place dans le débat pour comprendre ce qu'on peut en dire. Donc effectivement, le pass induit des différences de traitement, et c'est précisément son principe, c'est au cœur de son principe, avec l'idée que les individus qui vont avoir un risque plus faible de transmettre la maladie vont avoir un accès privilégié à certaines activités. Et donc c'est indéniablement une discrimination à l'accès en fonction de l'état de santé.
Et évidemment, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter a priori de toute entorse faite à ce principe d'égalité de traitement, qui est central dans notre droit et qui est très prégnant dans l'opinion publique, et à juste raison. En droit, tout d'abord, si on se réfère pour aller jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous avez l'article 6 qui stipule, je cite, « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Et c'est en France un principe à valeur constitutionnelle. Et souvent, j'ai l'impression que le débat s'est arrêté là. Le pass crée des inégalités, donc c'est mauvais. Et la question, c'est faut-il s'arrêter là ? Et je ne suis pas sûre. Je pense que peut-être ce qui serait intéressant, c'est d'aller au-delà de ce premier point et de réfléchir au-delà. D'ailleurs, le droit lui-même ne s'arrête pas là. Si vous regardez ce que dit par exemple le Conseil constitutionnel à cet égard, des inégalités de traitement peuvent être admises si elles servent un objectif supérieur. On l'a dans certaines autres formes de discrimination, comme certaines lois sur la parité ou d'autres, et en particulier, un des objectifs supérieurs qui peuvent justifier ces inégalités, peut-être de s'attaquer à une forme plus grave d'inégalité. Et donc là, je vais rejoindre un petit peu l'exposé fait par Florence Juzeau précédemment, mais il me semble que la question qu'il faut se poser, c'est certes le pass crée des inégalités, mais que se passe-t-il sans le pass ? Avec ou sans... Or, on sait, et on le sait de plus en plus, avec ou sans pass, la crise générée par la Covid est une crise qui génère de nombreuses inégalités. Des inégalités économiques qui sont plus ou moins importantes selon les pays et selon le système de protection et de stabilisation mis en place. L'INSEE nous dit récemment dans une note que finalement les inégalités ou la pauvreté, c'est peut-être pas forcément accru en France, mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. Notamment aux États-Unis, il y a eu une explosion des inégalités économiques, mais aussi des inégalités de santé, et tragiquement des inégalités de mortalité. Donc ça, on le sait, hein, et on le sait dès l'été 2020, on s'est rendu compte des inégalités très fortes. La maladie ne frappe pas au hasard, la maladie frappe certaines populations de manière privilégiée, et dans un éditorial de septembre 2020 qui avait fait pas mal de bruit, Richard Horton, qui est le rédacteur en chef de la prestigieuse revue The Lancet, nous invitait à ne plus considérer la Covid comme une pandémie, mais, je cite, à ce qu'il appelait une syndémie, de signe qui veut dire avec, à savoir comme la rencontre entre, certes, une maladie virale provoquée par le virus SARS-CoV-2, mais aussi donc, la rencontre de ce virus avec un ensemble de pathologies chroniques. On l'a rappelé, telles que l'hypertension, l'obésité, le diabète ou autres comorbidités. Or, Florence l'a rappelé dans le cas français, ces comorbidités se trouvent être corrélées avec la catégorie socio-professionnelle, avec le niveau de revenu, avec le niveau d'éducation des individus. Et on sait que ce sont, en France comme ailleurs, les populations qui sont les plus vulnérables économiquement, qui sont aussi les plus vulnérables sur un plan de santé, sur un plan sanitaire en général. C'est-à-dire qu'ils sont plus à même de développer des formes graves de la maladie s'ils la contractent. Et comme le disait Florence tout à l'heure, c'est un petit peu la double peine pour ces populations, parce que non seulement elles sont plus à risque de développer des formes graves, mais en plus, elles sont moins à même de se protéger de la maladie, c'est-à-dire moins à même de se protéger du fait même d'attraper la maladie, que ce soit en raison d'un accès, par exemple, moindre au télétravail, qui les force à pratiquer des activités à risque, que ce soit parce qu'elles n'ont pas les moyens d'éviter certains lieux à haut risque de contamination, comme les transports en commun. Donc on sait qu'il y a cette espèce de double peine, et si on combine ces deux aspects, on arrive à des chiffres effarants sur les inégalités de morbidité. Donc juste pour sortir un petit peu de France, on en a parlé un petit peu pour la France.
parmi les chiffres les plus frappants. Vous savez, aux États-Unis, un pays où ils font des statistiques par couleur de la peau, et donc ils ont pu regarder les taux de morbidité, c'est-à-dire la mortalité chez différentes populations en fonction de la couleur de la peau, que ce soit les Afro-Américains, les Blancs, pour faire vite, les populations autochtones, les Amérindiens ou les populations d'origine asiatique. Et les différences sont énormes, hein, des chiffres publiés, donc là c'était été 2020, mais la tendance semble être la même, semble indiquer qu'il y a un taux de mortalité à peu près 2 fois plus élevé chez les Afro-Américains que chez les populations blanches, à cause de cette combinaison de ces différents facteurs qui s'accumulent. L'inégalité frappe à différents endroits et puis les couches s'accumulent. Juste pour vous donner quelques chiffres, avec évidemment aux États-Unis de grandes variations selon les États, mais par exemple la Louisiane, qui est un État dans lequel la population afro-américaine représente grosso modo 1/3 de la population. Si vous regardez maintenant les morts décès par Covid sur les 6 premiers mois de la maladie, eh bien 70% des décès provenaient de la population afro-américaine. Vous voyez cette disproportion massive. Donc la Covid est une maladie qui génère, qui crée, qui souligne, qui exacerbe les inégalités existantes. Alors, l'idée n'est absolument pas de dire que il faut en conclure que les inégalités créées par le pass ne sont pas importantes. Simplement, je pense qu'il me semble intéressant d'essayer de les penser dans un contexte plus large. C'est d'abord essayer de comprendre la dynamique de la maladie, comprendre les inégalités gérées par l'épidémie et ensuite comprendre comment le pass ou toute autre mesure de santé publique va interagir avec ces inégalités. Est-ce qu'il va les aggraver? Est-ce qu'il va les atténuer? Est-ce qu'il va en créer d'autres? Et ce que nous apprend le raisonnement économique en matière de politique publique en général, de santé, c'est qu'il ne faut pas évidemment évaluer une politique dans l'absolu, regarder chacun de ses traits, mais l'étudier en la comparant avec d'autres politiques possibles ou l'absence de politique. Donc évidemment, on n'a pas de réponse définitive à ce stade, mais je pense que c'est des questions qui méritent qu'on y passe plus de temps avec des effets éventuellement ambigus. Parce que, par exemple, sur le pass et inégalité, est-ce que le pass va générer davantage d'inégalités ou moins? Si on pense qu'un des effets du pass, c'est de créer des environnements globalement plus sûrs, alors probablement, ça va aller dans le bon sens en termes de, en tout cas, réduction des inégalités face à la morbidité, puisqu'on va réduire les risques pour tout le monde. En revanche, si, comme l'a montré Florence tout à l'heure, les résistances à la vaccination, par exemple, sont très hétérogènes en fonction des populations, peut-être que le pass risque d'exacerber encore les inégalités vaccinales, avec un effet total ambigu. Et donc, ce que ça nous invite à faire, c'est certainement pas de clore ici le débat, parce que ce qu'on a vu ici et ce que nous ont montré les différentes interventions, c'est qu'on a encore beaucoup à faire pour mieux comprendre les dynamiques économiques, psychologiques, épidémiques liées à cette pandémie. Mais notre objectif avec ces présentations était de au moins lancer le débat, donner quelques arguments et quelques éléments pour en parler. Et donc, je vous propose qu'on consacre les 10 dernières minutes à répondre à votre question. Alors, je vois une deuxième, une troisième question qui apparaissent. Je vous les lis au fur et à mesure et puis je redonnerai la parole à Florence qui, je vois, a levé la main. Donc, une question qui s'adresse à tous les intervenants.
quelle crédibilité sanitaire accorder au pass qui décrète qu'il sera inutile aux réunions politiques, mais obligatoire pour aller au théâtre ou au cinéma? Donc, qui veut répondre? Je vous laisse. Bon, alors je peux. Peut-être qu'on peut dire effectivement la question des élections s'est posée en 2020 également. Et c'est toute ambiguïté qu'on a dit. C'est est-ce que le pass devait être là pour toutes les activités ou uniquement aux activités jugées optionnelles, récréatives et pas simplement nécessaires? Par exemple, on s'est posé la question de besoin d'avoir un pass sanitaire pour les actions politiques, pour les réunions politiques. Évidemment, on s'est posé la question de savoir s'il fallait un pass sanitaire pour accéder à l'hôpital et aller se soigner. C'est une question. Or, aujourd'hui, il faut faire un test à l'entrée d'un hôpital. C'est une question qui, nous, économistes de la santé, nous a beaucoup occupé de dire si des gens, parce qu'ils ne veulent pas se soigner, ne peuvent pas se faire vacciner, ne peuvent plus aller se faire soigner, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va encore plus augmenter les inégalités dont tu as parlé. Donc, bon, il y a eu beaucoup de débats, mais finalement, il est exigé, mais il y a des possibilités de faire une PCR à l'entrée des hôpitaux pour accéder à sa consultation. Alors, pour compléter sur ce point, je pense qu'effectivement, bon, alors, je pense que le pass, enfin, ça me parle d'un point de vue personnel, je pense qu'effectivement, quand on regarde la manière dont le pass a été utilisé ou décrété, je pense qu'il y a à la fois un certain nombre de principes, de grands principes organisateurs, comme l'a rappelé Florence, par exemple les activités essentielles ou principales, et on peut penser qu'une activité politique, participer en tant que citoyen à la vie politique, a une valeur sociale plus élevée que d'aller au bar ou au restaurant. Néanmoins, je peux entendre l'espèce d'inquiétude générale qui m'a l'air d'être dans la question sur la cohérence de la politique dans son ensemble. Je pense qu'on est tous d'accord, on a tous noté dans notre expérience passée que tout n'était pas totalement toujours cohérent et la limite à ce qui était vraiment un risque acceptable était très élevée. On est dans une. Je pense que l'idée du pass n'est certainement pas d'éradiquer la maladie, mais au moins de limiter la propagation. Donc, le fait qu'il n'y ait pas une cohérence absolue, ou alors qu'il y ait pu avoir un peu d'arbitraire ou de subjectivité dans ce qui était désigné comme une activité essentielle ou pas par le législateur, reste une question importante. Alors, il a noté en France, et ça pour revenir à la comparaison avec nos voisins européens, qu'en France, tout a été décidé par la loi. C'est-à-dire que par la loi et par le règlement, c'est-à-dire c'est le gouvernement et l'Assemblée qui ont décidé quelles activités étaient autorisées à demander le pass ou pas, devaient demander le pass ou pas, et il est strictement interdit de demander le pass quand on n'est pas autorisé à le faire, on ne doit pas le faire par le règlement. À cet égard, la comparaison, par exemple, avec le Royaume-Uni dont on parlait précédemment est intéressante parce que dans le projet de loi relatif au pass, qui finalement n'a pas été adopté comme on l'a vu, il y avait cette idée au départ que le pass serait utilisé sur la base du volontariat par les entreprises et les activités. Donc que ce serait à chaque activité, chaque commerçant, de décider s'il demanderait ou pas le pass, tout en le Parlement se conservant néanmoins le droit à un moment de décider de le rendre obligatoire si ça ne suffisait pas ou si la situation l'exigeait. Donc, en France, c'est vrai qu'on était dans une approche très réglementaire comme souvent, où ça a été décidé de manière très, très centralisée et avec des différences de traitement ou d'évaluation des coûts et bénéfices relatifs à chaque activité qui ont pu faire l'objet de débat.
Alors, on n'a plus de questions dans le chat. N'hésitez pas à poser encore une ou deux questions. Il nous reste 4 minutes. Je vois que Florence, tu souhaitais peut-être dire quelques mots. Oui, je voulais juste rajouter un commentaire. Alors, effectivement, en France, on a pensé ça beaucoup dans la loi. Et c'est vrai qu'en Angleterre, les gens sont plus habitués en tant que citoyens à participer activement à la politique de santé publique. Par exemple, les associations de patients sont depuis beaucoup plus longtemps investies dans le système de santé, participent au débat de manière collective depuis longtemps sur quel médicament sera pris en charge ou pas, pour qui. Et donc, quelque part, la politique de santé est l'affaire de tous, alors qu'en France, on a plutôt l'habitude d'avoir un droit individuel au traitement. On est malade, on a envie d'aller se faire soigner, donc on est dans le droit. Et on a moins cette habitude de co-construction de la politique de santé. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on est peut-être plus, nous, dans le droit et dans la vérification, comme je l'ai dit, que dans cette dynamique d'adhésion, de promotion de la santé. Et je crois que la France, là, est un tournant important de son système de santé pour passer d'un système qui était vraiment curatif dans le soin, une fois que les gens étaient malades, à faire de la prévention. Et puis pour finir, parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis longtemps, le fait qu'il y ait de fortes inégalités face à la maladie, cette maladie-là, mais les autres aussi, en raison de l'impact des conditions de vie, des conditions de logement, des conditions de travail, comme on l'a dit, mais aussi de la capacité d'accès aux soins, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais qui pour autant, pour une raison un peu inexpliquée, n'était pas complètement arrivé comme une évidence aux yeux du pouvoir public dans leur importance. À la fois, nous avions des lois qui disaient qu'il fallait diminuer les inégalités sociales de santé, améliorer l'accès aux soins de tous. Nous regardions ce phénomène sans qu'il soit complètement pris dans son entièreté. Et il me semble que là aussi, la pandémie de Covid-19, qui par nature qui était infectieuse. Or, avant, on croyait que les maladies infectieuses, c'était quelque chose qui touchait au hasard. La peste était supposée toucher au hasard, le choléra était supposé toucher au hasard. Et là, on s'est rendu compte que cette pandémie, elle ne touchait pas au hasard, elle touchait tout le monde, mais que ça ne faisait pas la même chose pour tout le monde. Alors, nous n'avons pas l'équivalent des chiffres que tu as donnés sur la mortalité en fonction de la couleur de peau en France, ça n'est pas légal. On n'a pas encore la mortalité par CSP, mais on a par nationalité. Et ce que l'on voit, c'est que les populations d'origine étrangère, notamment nées en Afrique, ont connu un doublement du risque de décès par rapport aux personnes nées en France. Et les personnes nées dans le Maghreb ont une mortalité multipliée par 1,3 dans l'année 2020. On va avoir les chiffres, mais on sait qu'on va avoir des chiffres habituels. Et si on cumule les différentiels de revenus, etc., on risque d'arriver sur des résultats qui ne sont pas tellement loin des chiffres américains, parce que souvent, en régime permanent, on a des risques annuels de décès qui peuvent être 2 fois plus gros chez les plus pauvres que les plus riches, comme ce que tu as dit pour la population afro-américaine. Donc, je pense que là aussi, cette pandémie va peut-être nous faire découvrir que le social a un impact sur la santé et donc qu'il faut penser notre politique de santé pour avoir une politique qui soit peut-être un peu plus égalitaire, en tout cas, qui permettent vraiment de se saisir de cette question des inégalités, si c'est un objectif que l'on cherche à poursuivre. Merci beaucoup. Il reste 30 secondes, mais rapidement, une question vient d'être posée dans le chat. Peut-être pour toi, Florence. Bonjour, que pensez-vous de la prolongation du pass jusqu'à l'été 2022? Est-ce que c'est justifié compte tenu du taux de vaccination? Merci. Alors, compte tenu du taux de vaccination, effectivement, on peut se poser la question, et moi, je vous avouerai que je me pose une autre question, c'est la reprise de la circulation virale, y compris chez les personnes vaccinées. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que ce pass soit un blanc-seing et qu'on ne teste plus la population. Et donc, sous prétexte que tout le monde soit vacciné, tout le monde puisse faire les activités qu'ils veulent, sans faire de tests. Et c'est vrai que les tests ont des coûts, mais on va observer ce qui se passe. Mais je me demande si à un moment donné, il ne va pas falloir revenir sur la gratuité des tests, et en tout cas pour réinciter la population à se tester dans les lieux particulièrement à risque,
comme par exemple les trains, les avions, ou les grands festivals, voilà, les boîtes de nuit, etc. On pourrait se demander si, en plus d'être vacciné, eh bien, il ne faudrait pas que les personnes aient une PCR ou un test antigénique négatif, parce qu'on sait malheureusement qu'après 6 mois, eh bien, la vaccination ne protège qu'à 50%. C'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et donc, il ne faudrait pas que la généralisation de la vaccination nous conduise à oublier d'étudier la circulation virale. Donc, pour moi, ce n'est pas le supprimer, mais c'est peut-être rajouter une dose ou en tout cas réinciter les gens, et notamment quand ils ont des symptômes, à faire des tests et à ne pas se croire trop protégés par la vaccination, parce qu'il pourrait être un effet pervers. Merci, merci pour ces réponses. On arrive maintenant au bout du temps qui nous était imparti. Donc, je remercie nos intervenants, Florence Juzeau, Jean-François Bonnefond, tout le service technique d'EGECO qui a fait un travail formidable. Et merci au public, merci pour vos questions et un bon hiver malgré l'épidémie qui, rappelons-le, est toujours là. Au revoir. Au revoir.